faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Écoutons, à titre de citation, un extrait d'un ouvrage de Krishnamurti, Dernier journal. L'homme tue l'homme dans différents états d'esprit. Il l'a tué pour des causes religieuses, pour des causes patriotiques, pour la paix. Il l'a tué par la guerre organisée. Nous tuer les uns les autres sans fin, c'est notre lot. Vous rendez-vous compte de cette tuerie, de toute la souffrance qu'endure l'humanité depuis la nuit des temps, des larmes, de l'agonie, de la brutalité et de la terreur que tout cela implique? Et cela continue encore. Le monde est malade. Ce ne sont pas les hommes politiques de droite ou de gauche qui vont nous apporter la paix. Chacun d'entre nous est responsable et nous devons faire en sorte que le massacre cesse, afin de vivre sur cette terre qui est nôtre dans la beauté et dans la paix. C'est là une immense tragédie que nous n'assumons pas et que nous ne voulons pas résoudre. Nous laissons ce soin aux experts, mais le danger avec ces derniers est aussi grand qu'un précipice profond ou qu'un serpent venimeux. Peut-être est-il nécessaire de revenir sur le précepteur et son étude de la Boétie, et aussi de revoir le post-it numéro 6 sur la servitude volontaire. Pour la Boétie, les responsables de la domination ne sont pas les dominants. Les responsables de la domination, ce sont les dominés. En d'autres termes, le problème de la domination, c'est nous. Alors voilà une allégation qui ne fait pas du tout plaisir à entendre. Et qui fait d'autant moins plaisir à entendre que nous sommes conditionnés à ne pas vouloir l'entendre. Nous ne sommes pas conditionnés à vouloir entendre que la responsabilité de la domination revient aux dominés. Nous sommes au contraire conditionnés à penser que si nous sommes dominés, c'est de la faute du dominant. Et que s'auto-attribuer la responsabilité de notre domination, c'est ajouter l'injure à l'injustice. Et c'est la raison pour laquelle le discours de la servitude volontaire est un texte choc. Un texte radical, au sens étymologique, radical signifiant qui prend les choses à la racine. Et la racine, c'est ce qui est enfoui dans les profondeurs. Or, il est enfoui dans les profondeurs de notre esprit une croyance indéracinable dans la responsabilité des dirigeants de la domination des opprimés. Ce qu'accomplit la Boétie dans son discours, ce n'est rien moins que le déracinement de cette croyance originelle. Et donc, si on veut comprendre la démarche de la Boétie, il faut comprendre que, contrairement à la plupart des porte-paroles des opprimés, la Boétie ne cherche pas un objet de complainte. Il ne cherche pas un coupable extérieur. Parce que reprocher à l'oppresseur d'être un oppresseur, ça ne fait pas avancer la cause des opprimés. Et parce qu'il ne dépend pas de nous que le pouvoir veuille nous opprimer. Ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ou non d'être des opprimés. Nous laissons ce soin aux experts, mais le danger avec ces derniers est aussi grand qu'un précipice profond ou qu'un serpent venimeux. Peut-être maintenant devrions-nous écouter Slobodan Despot. Tout est accepté. Tout est accepté. Et cette acceptation de la normale, cette espèce de résilience
que l'on éprouve ou que les gens finissent par développer vis-à-vis de ces absurdités, eh bien c'est le phénomène de fond, c'est la règle même, c'est le ressort de l'épidémie de rhinocérite, donc de cette transformation bizarre des êtres humains en rhinocéros, décrite dans la fameuse pièce d'Eugène Ionesco. Alors, les commentateurs ont dit pour se rassurer, pour nous rassurer, les critiques, à l'époque, ça date quand même des années 60, du début des années 60, ils ont dit, c'est une pièce sur le conditionnement totalitaire, le conformisme totalitaire dans l'Allemagne nazie, dans la Russie soviétique. Mais si vous la lisez, cette pièce, aujourd'hui, vous voyez qu'elle ne correspond pas tellement à la manière assez grossière et assez rudimentaire dont les humains étaient contraints à obéir dans ces régimes-là. C'est quelque chose de beaucoup plus délibéré. La rhinocérosisation des humains dans la pièce. Mon mari est en train de devenir rhinocéros. Je sais qu'il ne faut pas le devenir, mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul, rhinocéros, si moi je reste humaine? Alors, tout le monde y va. Et puis, il faut barrir. Alors, si tout le monde barille autour de vous, vous allez aussi barrir. D'ailleurs, le seul qui reste humain, c'est celui qui dit « je peux hurler ». Le dénommé Béranger dans la pièce. Je peux hurler, mais je ne sais pas barrir. Je ne peux pas barrir. Donc je resterai humain. Mais c'est ça. Pourquoi la France? C'est une des questions que je me pose avec un conte, un petit récit du Nouvel An, pour vous illustrer à quel point la rhinocérite a pris de l'élan et de l'ampleur dans ce pays qui est en fait son foyer d'origine, la France, puisque c'est bien en France que se passe la pièce de Ionesco. Pourquoi la France? Nous laissons ce soin aux experts, mais le danger avec ces derniers est aussi grand qu'un précipice profond ou qu'un serpent venimeux. C'est une question que je me pose. J'essaie d'y répondre. Et puis j'essaie aussi de vous faire rire un peu, vous verrez. Il est plus qu'intéressant, sinon impératif, de nous poser les bonnes questions sur les malheurs qui nous arrivent. Nous laissons ce soin aux experts, mais le danger avec ces derniers est aussi grand qu'un précipice profond ou qu'un serpent venimeux. On dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient et rendent les fous joyeux. Revenons au précepteur et à René Guénon. Nous nous trouvons actuellement dans l'ère du Kali Yuga, et même dans la phase terminale du Kali Yuga, l'âge du désordre et du rejet des principes supérieurs. Et donc, à la fin du Kali Yuga, l'humanité connaîtra l'apocalypse, et n'oublions pas qu'apocalypse en grec, ça signifie révélation. Après quoi, un nouveau Mahayuga s'enclenchera, qui s'ouvrira sur un nouvel âge d'or. René Guénon nous dit que nous sommes arrivés à la fin du dogme du progrès. Ça veut dire que nous avons une vision ascensionnelle de l'histoire. Une vision ascensionnelle, ça veut dire qu'on voit l'histoire humaine comme une marche vers l'amélioration. Or, ce que nous dit Guénon, c'est que c'est seulement sur le plan matériel qu'il y a un progrès. Voilà pourquoi Guénon refuse d'appeler progrès ce qui n'est en réalité qu'une création de besoins. Une création de besoins artificiels qui nous donne l'illusion du bonheur, mais qui ne fait en réalité que creuser davantage le puits de nos désirs. Même chose pour les relations humaines. Les relations se sont certes pacifiées, mais se sont-elles améliorées? Sommes-nous réellement plus solidaires, plus disponibles, plus conviviaux? Rien n'est moins sûr. Il se pourrait que ce que nous appelons progrès soit en fait le progrès de l'individualisme, le progrès de la solitude, de la misère affective, de l'indifférence, et que les progrès de la technologie, progrès matériels donc, aient eu pour effet de précipiter cet individualisme, de le renforcer. Des écouteurs dans les oreilles, un écran devant les yeux, et nous voilà seuls au monde. Pour René Guénon, notre époque est celle du règne de la quantité. Plus l'humanité avance dans le temps, plus elle s'éloigne du principe spirituel. Plus elle nie
le principe spirituel. Pour faire de la matière, son unique préoccupation et son unique mode d'être. Remarquez comme nous sommes passés, au fil des âges, d'une conception métaphysique du monde à une conception physique du monde, d'une conception spiritualiste du monde à une conception matérialiste du monde. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou mal, il s'agit d'observer l'évolution de la mentalité humaine. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'origine de l'univers, on ne parle pas d'un principe supramatériel, on parle du Big Bang, on parle de ce qu'il y avait avant le Big Bang, du vide quantique, un vide pas totalement vide. On est donc en recherche d'un principe matériel à l'origine de l'univers. Donc il y a bien une épistémologie matérialiste dans la science moderne. En physique comme en médecine, aujourd'hui, on s'occupe de corps. Dans les composantes de la mentalité moderne, il y a donc le matérialisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, et vous allez voir que c'est lié, le rationalisme. Le rationalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de considérer que seule la raison permet d'accéder à des connaissances fiables. Le rationalisme, c'est la prééminence de l'intellect. L'entendement humain est limité. Il y a des concepts qui dépassent littéralement l'entendement. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on sait quelque chose par intuition, on nous regarde bizarrement. Parce que d'un point de vue moderne, savoir par intuition, ça veut dire savoir sans savoir pourquoi. Dans la modernité, l'intuition n'est pas considérée comme un mode de connaissance fiable. Ce qui est considéré comme un mode de connaissance fiable, c'est la raison. Sauf que, là encore, nous dit Guénon, la raison réduit le champ de la connaissance. Parce que la raison reste sourde à certaines vérités qui ne sont pas de l'ordre du raisonnement logique. Il y a des choses que l'on sait, sans pouvoir expliquer pourquoi ni comment on les sait. Et d'ailleurs, si vous parlez avec des mathématiciens, vous découvrirez que certains d'entre eux parviennent à résoudre des équations de manière intuitive. C'est-à-dire qu'ils voient le résultat avant de voir la démonstration qui conduit à ce résultat. C'est ça l'intuition du vrai. Donc pour en revenir au rationalisme, le rationalisme c'est l'application du règne de la quantité au domaine de la connaissance. La raison quantifie pour connaître. Elle sépare et dissocie, mais elle demeure impuissante quand il s'agit de rassembler, quand il s'agit de synthétiser. Et donc, pour Guénon, que peut bien signifier s'élever s'il n'y a rien au-dessus de nous ? Face à la crise que traverse le monde moderne, beaucoup s'interrogent, beaucoup s'inquiètent. Comment éviter la catastrophe ? Comment éviter l'apocalypse ? Est-elle seulement évitable ? Que peuvent faire quelques êtres humains face aux lois cosmiques ? Le retour du religieux est un des effets de l'inquiétude moderne. La modernité a fait croire à l'homme que la spiritualité était une chose du passé, une chose dont il pourrait se passer, tant il est vrai que nous serions trop évolués pour porter du crédit à la spiritualité. C'est au nom du progrès qu'on a amputé l'être humain de sa dimension spirituelle. Et aujourd'hui, on s'étonne que l'homme moderne soit partagé entre tourment et ressentiment, entre dépression et hystérie, entre addiction et inertie. Alors, s'il y a la moindre chance que nous survivions à la modernité et qu'il nous faille bâtir le monde nouveau, ce ne sera pas en combattant l'inéluctable, mais en le fécondant de notre lumière. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire ? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons.